Oui. Donc, sixième et dernière table ronde sur universel et psychanalyse. Hilde Formentel. Alors, je vais évoquer ce qui peut faire le lien pour un analyste entre une valeur universelle, enfin, dont je vais questionner l'universalité, à savoir l'hospitalité, et la clinique analytique. Il me semble que dans ce colloque, on a entendu qu'il ne pouvait y avoir de valeur donnée à l'universel sans un devoir d'attention et de mémoire constant envers le singulier, c'est-à-dire envers ce qui fait trébucher le concept, l'idéal, le juste et le beau du côté de la fragilité, de l'humain trop humain, de ce qui n'est ni défendable, ni parfois même représentable. La défaite de l'impératif kantien, pour glorieux qu'il soit, nous oblige à penser l'universel à partir des Lumières, mais aussi en marge, là où il n'y a plus de mots pour le défendre. À armer tous les discours et à rendre soluble dans la marée des bons sentiments l'homme élevé en démocratie occidentale, l'universel reste de n'être qu'une petite coquille vide qui n'a plus d'accroche que son nom. Ainsi, l'hospitalité, en tant que valeur universelle, concept sous la protection duquel je placerai la psychanalyse tout entière, l'hospitalité est devenue l'antichambre de l'enfer. Je ne le dis pas pour vous provoquer, gratuitement, je le pense sincèrement. L'antichambre de l'enfer, parce que l'hospitalité pose la question d'emblée de ceux qui la méritent et de ceux qui ne la méritent pas. À qui va-t-on étendre sa pitié, sa reconnaissance, sa méfiance ? Rappelez-vous Cerbère gardant l'entrée des mondes inférieurs ou Horus pesant les âmes des nouveaux arrivants au monde des morts. Toutes les figures de gardiens des seuils sont plutôt terrifiantes. Elles ordonnent dans nos mythologies notre peur du tout autre, c'est-à-dire en premier lieu des morts, et maintiennent séparés dans une non-contamination présumée le monde des vivants et celui des possibles revenants, des fantômes, des spectres, des errants. Car l'hospitalité est une histoire de seuil. Le seuil délimite un dedans et un dehors. Il offre à penser le franchissement, mais aussi l'agression, l'invitation, l'échange, tout ce qui peut avoir lieu autour de cette frontière. La psychanalyse, elle aussi, s'exerce sur le seuil, au seuil d'une raison déréglée par les passions. Elle est un art de l'entre-deux-morts, de la seconde naissance, des coulisses et des marges, bref, de tous les espaces qui empêchent que le monde se clôture définitivement autour d'un savoir ou d'une règle. Dans la clinique, nous pouvons mettre à l'épreuve ce que Derrida avait conceptualisé dans le rapport entre hospitalité inconditionnelle et les conditions d'hospitalité, c'est-à-dire les droits et les devoirs. En effet, c'est parfois lorsqu'un patient prend appui sur l'universel qu'il peut émerger dans son histoire singulière un peu plus libre qu'avant. Je rappellerai ici les mots de Paul Laurent Assoun hier matin. La psychanalyse cherche à penser une singularité radicale, porteuse de l'universel, à savoir le symptôme. Convoquer l'universel, c'est supposer qu'il y a un point d'appui transcendantal aux contingences du monde. Mais comment le mettre à l'écoute ? Penser les règles de l'hospitalité aujourd'hui, ce n'est pas se représenter l'invitation à une vie merveilleuse, tout au plus un refuge précaire ou le portail armé électroniquement d'une douane ou d'un refus de passer le seuil. Seuil d'une civilisation que les demandeurs d'asile paieront au prix fort. Du geste privé de l'accueil au décret d'une société anxieuse de fermer ses frontières aux immigrants illégaux et autres sans-abri, le pas n'est pas si grand. Se questionner sur les conditions de l'hospitalité n'a jamais été aussi important, je crois. Avant d'être une pensée, l'hospitalité est un acte, un pur événement. Entre et sois le bienvenu, toi que je ne connais pas. Comme le pardon, elle s'adresse inconditionnellement. Elle décrit plus qu'une figure, un espace où cet acte d'invitation peut avoir lieu. Cet espace, je crois, est le lieu même de la pensée. Penser de même qu'écouter, c'est accueillir l'autre en soi, comme possibilité même d'être soi. Acte de rencontre et de reconnaissance, elle nécessite au moins deux personnes et un espace où avoir lieu.
Si l'hospitalité est dans son essence inconditionnelle, nous rappelle Derrida, de fait, dans toute société humaine, l'hospitalité est réglée par des lois. C'est cette tension irrésolue entre l'hospitalité inconditionnelle et les conditions données à l'acte d'hospitalité que nous pouvons également penser en tant qu'analystes. Pourquoi serait-elle universelle, l'hospitalité? Elle apparaît dans les sociétés primitives, depuis les tablettes mésopotamiennes en Grèce ancienne, mais aussi également en Chine et jusque dans les cultures orales mélanésiennes. Pourquoi? Sans doute parce qu'elle est l'une des lois fondatrices de toute civilisation, avec celle de l'interdit de l'inceste. C'est une hypothèse. Cette loi immémoriale nous rappelle la condition première exilique de l'humanité. La règle d'hospitalité inconditionnelle constitue peut-être ce rappel très concret, impératif et immédiat du fait que celui qui reçoit peut à son tour, du jour au lendemain, être jeté sur la route et avoir besoin d'asile. Quand on parle de la règle de l'hospitalité primitive, il ne s'agit pas de condescendance. Telle était la règle, que l'étranger soit reçu comme un roi. En ce sens, c'est le premier acte politique. C'est sans doute ce que traduit également la racine latine du mot hospitalité, hostis, qui signifie à la fois l'hôte, invité et invitant, et l'ennemi. Ainsi, hospitalité et hostilité ont une racine commune dans la langue. L'hostis, l'hôte, est de ce fait aussi toujours potentiellement un ennemi. Il excite le fantasme de celui qui vient vous déposséder dans votre propre maison, qui vous séduit et prend vos biens. Derrida montre bien que cette loi d'hospitalité inconditionnelle ne peut pas être appliquée politiquement car elle serait totalement subversive. Aucune économie ne peut s'y fonder puisqu'elle remet en question très radicalement les règles du lien social conçues sur l'échange et la réciprocité, c'est-à-dire sur une certaine symétrie. Je t'invite et en échange, tu m'offres au moins ton identité et ton lieu d'origine. Ensuite, voyons ce que nous avons intérêt à échanger d'autres. La société économique occidentale, fondée sur l'échange, va ainsi s'attacher à organiser les règles de l'hospitalité. Qu'est-ce qui, au minimum, sera demandé à un mendiant, à un passant, à un réfugié, à un blessé? C'est ainsi que cette effraction de l'autre chez soi, idéalement pensée dans l'hospitalité inconditionnelle, va conditionner les règles universelles de l'hospitalité, puis les règles très particulières de chaque État, et de chaque maison, de chaque famille. Ces questions animeront la réflexion morale de Kant, mais aussi celle de Diderot et des encyclopédistes. Il s'agit de penser les effets de cette violence, cette tension renouvelée entre l'universel et le particulier. Autrui ne se révèle précisément, et de par son altérité, non point dans un choc négateur du moi, mais comme le phénomène originel de la douceur, écrit Lévinas. Quelles sont donc les conditions pour qu'un acte d'hospitalité ait lieu pour un analyste? Et en quoi, peut-être, nous prenons appui sur un point d'universel? Je voudrais juste parler très brièvement d'un cas d'une patiente qui était venue qui était en morceaux complètement, qui était ce qu'on appelle une femme battue. Elle n'avait pas beaucoup de marques physiques de cela, mais elle était absolument défaite. Et pendant 2-3 ans, il ne s'est strictement rien passé, et semble-t-il. Et j'étais de plus en plus perdue, moi, comme analyste. Et plus elle venait, plus sa vie était terrible, et moins j'arrivais à penser. Ma pensée était littéralement... je n'arrivais même pas à penser les conditions dans lesquelles se faisait cette analyse. Et puis, quelque chose a commencé à émerger. En fait, bon, dans son écriture en particulier. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est ça dont je voudrais aussi faire part, c'est que un jour, elle est venue en disant « Voilà, c'est fini. Jamais plus, il ne me touchera, il ne me fera du mal. » Elle est restée encore 1 an avec cet homme qui, effectivement, a cessé complètement son harcèlement. Puis elle l'a quitté et je n'ai toujours pas compris ce qui s'était passé. Et j'ai reçu 2 ans après une lettre. On reçoit parfois des avis quelques temps plus tard, mais cette lettre-là m'a absolument bouleversée parce que ce qu'elle exprimait dans cette lettre, c'était que
que ce qu'elle pouvait dire après coup de ce moment qui a été pour elle en un soir, en un jour, c'était que tout d'un coup, elle était une femme, pas au sens des féministes peut-être, mais au sens de l'universel. C'est-à-dire, on ne touche pas une femme, on ne fait pas de mal à une femme. Voilà. Et que ce dit qui a l'air presque absurde, suspendu comme ça dans une condition d'universalité, d'une éthique immémoriale, s'est imposé à elle comme, voilà, il peut m'abîmer et me réduire à néant en tant que je suis tel et tel, mais pas en tant qu'être humain. Et elle disait dans sa lettre, eh bien, vous avez été ce point d'appui pendant un temps pour moi parce que vous m'avez donné une force, vous m'avez prêté une force que je n'avais pas, vous m'avez donné un horizon que je n'avais pas, et j'ai pu, de cette sorte, m'y appuyer. Alors, je dirais que, pour parler un tout petit peu plus du versant psychanalytique, que peut-être notre naissance constitue le premier acte d'hospitalité, pas psychologique, mais ontologique et existentiel. Nous venons d'une autre, nous sommes portés, jusqu'à maintenant, constitutivement par une mère. Dans ce cas, l'hospitalité première vient avec la naissance.